Francis Rocard. Malheureusement, Gérard Felzer n'est pas avec nous, mais après les interventions de Fawzi Nachachibi et de Stéphane Morelli, on pourra vous passer une petite vidéo qu'il m'a envoyée hier soir, 5 minutes. Et évidemment, il aurait tellement aimé être avec nous. Avant de passer la parole à tous nos interlocuteurs, je me permets une petite page de publicité pour la recherche dont j'ai repris la direction il y a quelques mois, et pour vous dire que j'ai créé et j'ai demandé à ce que soit créée une chronique innovation. Je l'ai confiée à Joël Forest, qui est maître de conférence à l'INSA Lyon, où ses enseignements portent sur l'innovation. J'ai pensé qu'il était important que dans le lectorat de la recherche, très intéressé donc évidemment par tout ce qui se passe dans la recherche privée et publique, nos grandes institutions comme le CNRS, INRIA, INRA, INSERM, etc., qu'il y ait une réflexion sur ce qu'est l'innovation, parce qu'il y a des travaux de recherche même sur la question de l'innovation et comment elle est favorisée ou non favorisée. Et c'est cela que chaque mois, Joël Forest nous explique, je trouve avec talent. Dans le numéro qui est arrivé avant-hier dans les kiosques, elle nous dit qu'il n'y a pas de génie solitaire. Donc elle montre, et je trouve que c'est pour ça que je vous en parle maintenant, je trouve que c'est intéressant d'écouter tous ceux qui ont créé ou lancent des jeunes pousses, ou voire plus, ce qui deviendra peut-être de très grandes entreprises, à quel point il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes. C'est aussi certainement des choses que vont nous expliquer nos interlocuteurs de maintenant, transport et mobilité de demain, Fawzi Nachachibi et Stéphane Morelli. Alors, nous allons commencer avec M. Nachachibi de l'INRIA. Il dirige à l'INRIA, donc en principe, INRIA qui fête ses 50 ans cette année, n'aime pas qu'on décline le sigle. Maintenant, on dit INRIA. Ça, c'est les communicants. Bon, nous, on se souvient de l'INRIA, L' plus loin, INRIA, I-N-R-I-A, où on disait Institut national de l'informatique et de l'automatique, et de recherche dans ces domaines-là. Et M. Nachachibi dirige une équipe qui s'appelle RITS. C'est pas un Z, c'est un S au bout. Mais ça brille beaucoup parce que c'est Robotics and Intelligent Transportation Systems, autrement dit, en bon français, un système de transport qui fait appel à la robotique et qui est intelligent. Alors, racontez-nous les besoins sociétaux de cette intelligence du transport, mobilité. C'est ouvert, ne vous inquiétez pas, tout marche. Bonjour d'abord. Veuillez m'excuser pour ma voix, qui est due à une petite grippe que j'ai attrapée il y a 2 jours. Donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Donc effectivement, je dirige une équipe qui s'appelle Robotics et Système Transport Intelligent, parce que j'ai eu un background ou un passé de roboticien où j'avais travaillé au CNRS sur un projet de robotique spatiale, ou plusieurs projets d'ailleurs. Et la transition entre un robot mobile autonome et un véhicule autonome était finalement assez simple, puisque dans les 2 cas, il s'agit d'un véhicule avec des roues et puis un système décisionnel qui permet la navigation autonome du véhicule. Donc aujourd'hui, mon speech va traiter plutôt de mobilité. Pourquoi ? Parce que je travaille dans un institut de recherche dont l'objectif est de concevoir des systèmes au service de la société. Il ne s'agit pas de développer des véhicules autonomes pour le véhicule autonome. Il s'agit d'apporter quelque chose. Donc pourquoi le véhicule autonome ? Et c'est là la question. Alors, bien évidemment, les gens ont en tête ceci. Quand on parle de véhicules autonomes, tout le monde a en tête les taxis autonomes, la Google Car, même s'il y a plusieurs variantes de Google Car, le véhicule de Tesla, Uber qui a annoncé un service de taxi autonome, et ainsi de suite. Et bien sûr, le rêve, comme vous le voyez en haut à gauche, c'est de s'occuper à faire autre chose que de conduire tout en se déplaçant. Tout le monde connaît Tesla dans la salle ? Bien. Bien. Bon public. Très bien. Donc je voudrais commencer quand même par quelques chiffres pour un petit peu donner nos motivations. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'humains
avec 1 milliard de voitures, c'était en 2007. Et on prévoit qu'en 2050, nous serons 10 milliards de personnes, avec 3 fois plus, 3 milliards de voitures. En termes de sécurité, cela pose des problèmes forcément de sécurité, de mobilité et d'environnement. En sécurité, au niveau mondial, 1,3 million de fatalités sur route et entre 25 et 50 millions de blessés. Et cela représente un coût d'environ 500 ou 400, entre 400 et 500 milliards d'euros dus à ces accidents-là. Au niveau de l'environnement, bien sûr, vous connaissez l'impact de tout ce qui est carburant, des émissions de gaz, 20 à 25% de la consommation mondiale d'énergie et des émissions de CO2. Et en termes de mobilité, à cause de l'extension urbaine que représente un peu ces photos-là, je voudrais juste rappeler des chiffres impressionnants. Au début du siècle, du XXe siècle, en 1910, 10% de la population mondiale vivait dans les villes. 53% en 2010, donc tout récemment, et on prévoit qu'en 2050, 75% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Alors, vous combinez ce chiffre-là avec les 3 milliards de véhicules qui seront là, et vous comprenez très facilement le problème de mobilité que cela posera, et qui d'ailleurs commence à se sentir. Regardez, ça c'est une ville de la région parisienne, Marseille ou encore Bruxelles. Toujours les mêmes images d'embouteillage, de problèmes, d'émissions. Donc nous sommes arrivés à une saturation. Alors quelles sont les solutions? Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes solutions de mobilité à une ville comme, alors vous la reconnaissez j'imagine, Venise. Donc, ou bien Lisbonne, en haut à gauche, Paris, Athènes ou Leipzig. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit exactement la même solution de mobilité? Forcément pas. Mais alors, quelle solution? Les premières solutions auxquelles on peut penser, bien sûr, c'est de favoriser les transports collectifs. Ça, on le sait déjà. Encourager la multimodalité, utiliser plusieurs modes de transport, et les nouveaux services de mobilité. Alors, il y a la mobilité à la demande, de laquelle je vais parler tout à l'heure, l'autopartage, le covoiturage. Alors, juste une petite image pour vous donner une idée de ce qu'on veut parler. Donc, voilà une quarantaine de personnes. À gauche, s'ils prenaient leur voiture, à droite, l'autocar, et au milieu, s'ils avaient pris leur vélo. Je pense que c'est assez parlant. Donc, les premières solutions, c'était tout ce qui est partage. Partage de moyens de transport, qui ont commencé par des vélos, puis les véhicules, donc les voitures d'autopartage. D'ailleurs, je signale que l'un des tout premiers systèmes d'autopartage a été inventé en France, avec le projet Praxitel, mais bien avant même. Et déjà dans ce cas-là, il y avait... C'était où? Moi, je m'en souviens absolument. C'était en région parisienne, dans les Yvelines. C'était déjà un véhicule de Ligier, un véhicule électrique avec recharge inductive, par induction. Et déjà avec une télépéage, etc., etc. Un projet qui a été abandonné, entre autres parce que les technologies d'autrefois n'étaient peut-être pas encore assez matures, d'ailleurs, y compris d'ailleurs la recharge dont on a parlé tout à l'heure. Autrefois, c'est il y a 20 ans, quoi. Voilà, autrefois, donc ça avance très très vite. Alors voici, depuis ces concepts-là, beaucoup de systèmes ont vu le jour avec des véhicules plus ou moins futuristes pour séduire les gens. Et on arrive aujourd'hui à une autre solution qui s'appuie sur les véhicules autonomes. Alors, juste quelques réflexions. Pour nous, le véhicule autonome et connecté n'est qu'un moyen et non une finalité. L'objectif n'est pas de créer juste un véhicule autonome pour que ce soit autonome. C'est une solution technologique, scientifique et technique au service de la société et pour répondre à un besoin sociétal en termes de sécurité, d'efficacité de transport, de confort, mais aussi pour le respect de l'environnement. Et il ne faut pas oublier que le véhicule autonome n'est pas seul sur la route. Il fait partie d'une infrastructure, il doit partager la route avec d'autres véhicules et avec les autres modes de transport. Donc ce sont des contraintes qui viennent s'ajouter au fonctionnement interne du véhicule.
Alors, pour schématiser cela, je ne sais pas si l'animation va... Oui, si. Alors, juste pour schématiser, le véhicule autonome, il est sur un réseau routier dont il connaît dont il a connaissance, puisqu'on peut imaginer qu'il dispose d'une carte numérique embarquée. C'est un véhicule connecté, donc qui peut communiquer avec l'infrastructure et avec les autres véhicules, autonomes ou pas. Et au milieu de tout cela, c'est un véhicule qui est doté de capteurs et d'actionneurs. Donc c'est un véhicule qui est capable de percevoir l'environnement, le comprendre et de prendre des décisions en fonction des informations de l'environnement, de la route et des autres éléments connectés. Donc tout cela doit être géré et régi par un système décisionnel à bord. En gros, un ordinateur. Alors qu'est-ce qu'un véhicule autonome ? Est-ce que c'est un véhicule qui serait sur rail ou sur route ? Est-ce qu'il doit circuler sur une voie propre ou sur une voie mixte ? Est-ce qu'il doit opérer seul ou en flotte ? Est-ce que c'est pour le transport de personnes ? Pourquoi pas pour le transport de biens ? Les Japonais ne jurent que par les camions autonomes. Ils pensent que le premier véhicule autonome sera un camion, en mode peloton par exemple, sur autoroute. Ça permet de réduire les espaces, de gagner de la place, etc. D'autant plus qu'ils ont une population de plus en plus âgée, ils ont une carence en conducteurs. Est-ce un véhicule privé d'ailleurs ? Est-ce que c'est un véhicule partagé, taxi ou système d'autopartage ? Ou est-ce un véhicule de transport de masse aussi ? Est-ce que c'est une voiture, un bus ou un camion ? Et enfin, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut un véhicule qui soit entièrement autonome ou tout simplement automatisé, avec un degré d'automatisation que l'on choisit selon l'application. Donc voilà, toutes ces questions-là, avant de dire véhicule autonome, nous devons répondre à ces questions-là. Et pour répondre à ces questions-là, nous devons avoir en tête, bien sûr, le cas d'usage, le besoin. Alors, j'avais un slide sur les tendances, je pense que je vais le passer. Je vais vous montrer directement une solution que nous avons imaginée en 2011 dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Citymobile 2, dont l'objectif était de développer des systèmes de mobilité un peu innovantes. Il y a eu le développement d'un PRT à l'aéroport de Heathrow. Il y a eu un développement d'un bus semi-automatisé à Castellón, en Espagne. Et voici le système que l'INRIA a conçu à La Rochelle. C'est un système de navette automatisé, autonome. Donc, vous disposez d'un certain nombre de stations et vous pouvez même appeler un véhicule qui viendra vers vous. Vous choisissez la destination et c'est le véhicule qui, grâce à ses capteurs, va détecter l'environnement, se localiser et vous emmener où vous souhaitez. Et c'était une première mondiale car c'était la première fois qu'on mettait en action des véhicules autonomes en présence de piétons, de véhicules, de bus, etc. Donc dans un vrai quartier résidentiel. Et c'était un système à la demande, c'est-à-dire que c'était un système qui était déployé là où un service de bus n'était pas forcément efficace ni rentable. Donc c'est typiquement le cas où un système de navette autonome pourrait opérer et pourrait être à la fois rentable et efficace et rendre service à la population. Ce même système, on le verra plus tard, pourrait être déployé sur des sites privés, des centrales, des usines, etc., pour transporter le personnel. Et ça s'appuyait sur des navettes électriques, avec recharge, bien sûr, conductive, et non par un TICS. Et c'est arrêté ? L'expérience est arrêtée ? Alors, l'expérience s'est arrêtée simplement pour des raisons légales. Premièrement. Deuxièmement, l'INRIA est un institut de recherche. Nous n'avons pas comme vocation de produire des véhicules ni des systèmes et nous ne sommes pas des opérateurs. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de gens, beaucoup de villes étaient très intéressés par l'expérience partout en Europe, de la Finlande à l'Espagne, en passant par la Belgique, l'Italie, la Grèce, etc. Et chaque ville avait son propre cas d'usage qui l'intéressait. À Trikala, en Grèce, par exemple, ils étaient intéressés par avoir un système de navette qui emmenait les gens. C'est une ville où les personnes âgées représentent un grand pourcentage de la population
Et ils ne voulaient pas être dépendants de leurs enfants, petits-enfants, pour les emmener par exemple à l'hôpital ou au marché. Et donc ils faisaient circuler le long d'un trajet des navettes autonomes que les gens pouvaient prendre. Et on n'avait pas besoin de permis, on n'avait pas besoin de... Donc il suffisait d'appeler le système ou d'aller sur une des stations présentes pour les emmener là où ils voulaient. Donc nous avons fait plusieurs démonstrations qui ont duré parfois 6 mois. Et là, ce sont 2 constructeurs français qui sont aujourd'hui, qui dominent le marché, EasyMile et Navia, qui ont été un petit peu concurrents sur ces navettes autonomes. Là, on voit le système d'EasyMile qui s'appelle EasyTen et qui peut transporter 10 personnes. Alors pareil, ce sont des navettes équipées de capteurs, télémétrie laser, caméra, ultrasons, GPS bien sûr, etc., qui permettent de faire ce genre de choses. Et ici, vous avez la seule navette qui fait un réel service aujourd'hui. C'est le seul véhicule autonome qui circule aujourd'hui dans la centrale de Civaux. Alors, d'autres projets ont vu le jour, comme par exemple le projet CATS, dont la finalité était de déployer une flotte de véhicules autonomes. Mais on pouvait également imaginer que pour le fret, une solution similaire puisse voir le jour, puisqu'il s'agit ici, à droite, d'un véhicule autonome qui pouvait emmener 2 grosses palettes vers les commerçants. Donc c'est un véhicule qui suivait un certain parcours en ville, c'est pour résoudre le problème du dernier kilomètre, et qui emmenait des charges qu'il pouvait déposer et récupérer de manière automatisée. Le problème du dernier kilomètre, qui est un des problèmes majeurs en logistique. Absolument. Et aussi pour les privés, d'ailleurs. Absolument. Et donc, c'était une solution. C'est d'envoyer des véhicules, donc ça ne coûtait pas très cher, et puis ça permettait de le faire la nuit, le jour, et d'emmener vers les consommateurs. Ça pouvait être des colis pour la poste, ça pouvait être pour des commerçants, et n'importe, avec des espèces de caisses avec digicode pour que ce soit sécurisé. À gauche, vous avez un système... Alors, nous avons conçu à l'INRIA toute la partie autonome, toute la partie automatisation. Et à gauche, c'était simplement un autre projet européen, PICAV, pour la mobilité des personnes à mobilité réduite, donc un système un peu plus... Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi un deuxième film ici. Donc, voici le site d'INRIA à Rocancourt, où nous avons voulu résoudre le problème de la redistribution automatique des véhicules de partage. Vous savez très bien que pour les vélos de partage, nous utilisons aujourd'hui des camions pour emmener les véhicules, les vélos, les redistribuer. Mais qu'en est-il pour les véhicules? Comment faire en sorte que les différentes stations soient mieux partagées et des véhicules quand même en permanence? Alors on a imaginé des systèmes avec des pelotons conduits par un humain donc avec des véhicules qui suivent en mode autonome. Pourquoi conduit par un humain? Tout simplement pour des raisons légales. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire circuler, pour des raisons de responsabilité et de sécurité, des véhicules autonomes en ville, en libre circulation. Donc c'était un moyen de surmonter ce problème-là. Et donc, comme vous voyez, vous arrivez, le peloton arrive, on réveille le véhicule à récupérer, qui lui fait un parking inverse, et qui sort grâce à ses capteurs, et qui rejoint ses copains dans le peloton. C'est pas rapide. Hein. C'est pas rapide, ce n'est pas rapide, parce que c'est déjà un véhicule qui est censé juste aller jusqu'à 25 km/h, pour les raisons que Stéphane avait évoquées tout à l'heure. Et donc, c'est ce qu'on appelle un C-cab. Normalement, c'est plus rapide que ça. C'est peut-être le film qui est un peu... Ah, ça s'est coupé en plus. Bon, c'est pas grave. Donc, on forme des pelotons comme ça, et puis le peloton circule en ville, et les véhicules font ensuite l'opération inverse. Quand ils arrivent sur leur place dédiée, eh bien, ils se détachent et ils vont faire le parking, et ainsi de suite. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en termes scientifiques et techniques? Les preuves de concept ont été faites. On a beaucoup évolué sur tout ce qui est assistance à la conduite, des régulateurs de vitesse par rapport à des obstacles frontaux ou autres. Les briques technologiques et les défis sont identifiés. On a avancé beaucoup sur les standards, on a avancé sur les marchés. Les villes et les pouvoirs publics sont de réels partenaires aujourd'hui.
Les barrières légales ont légèrement bougé. Donc on commence à avoir des circulaires ministériels qui autorisent au moins des systèmes dans certains cadres. Des tests opérationnels ont été faits et beaucoup de start-up, justement, et de fusions et d'acquisitions d'entreprises ont été faites récemment qui vont dans ce sens, dans le sens du développement des véhicules autonomes. Donc, parmi les perspectives, les véhicules autonomes, donc on sait qu'ils vont améliorer la sécurité. On attend simplement aujourd'hui, entre autres, que les barrières légales soient enlevées. On pense beaucoup que le véhicule électrique va énormément aider. D'ailleurs, les véhicules autonomes sont très probablement électriques, tout simplement pour avoir justement tous les avantages d'un système autonome. Donc, respect de l'environnement, partage, etc. Et les business models pressentis, donc c'est la mobilité partagée, bien sûr, tout ce qui est taxi autonome, tout ce qui est système de car sharing autonome, et les transports de masse automatisés, comme on vient de le voir. Et je finis juste sur les défis. Quels sont les challenges aujourd'hui? Quels sont les défis? Pour être honnête avec vous, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, les véhicules autonomes fonctionnent à 100%. Je crois que Francis avait dit que d'ici 4-5 ans, on aura un véhicule autonome. Je serai un peu plus réservé, plus prudent. Parce qu'il existe encore réellement beaucoup de problèmes, ne serait-ce que sur la gestion. Parce qu'il faut comprendre que le véhicule autonome, c'est un véhicule qui devrait conduire comme vous et moi, surtout s'il doit circuler dans les voies urbaines. Nous avons eu des soucis, par exemple, lorsque nous avons fait circuler nos navettes, lorsqu'un camion était arrêté pour charger ou décharger. Comment est-ce qu'un véhicule autonome pourrait comprendre que ce véhicule-là est là pour longtemps? Est-ce que le véhicule peut dépasser? Mais s'il veut dépasser, il faut qu'il ait une visibilité. Que se passe-t-il s'il y a un marquage blanc? Nous, humains, on prend les risques et hop, on le fait. Est-ce qu'on autoriserait un véhicule autonome de franchir la ligne blanche? Ou est-ce qu'on va le laisser comme ça, planté derrière un camion? Vous voyez, ce sont des choses toutes simples auxquelles il faut penser. Et voilà. Parfois, vous arrivez sur un feu, vous comprenez, vous, humains, que c'est un feu parce que tous les véhicules devant vous sont arrêtés. Même si vous ne voyez pas le feu, vous voyez de loin des gens traverser l'intersection et vous comprenez que ce n'est pas à vous et que vous êtes dans l'attente. Un véhicule autonome est-ce qu'il serait tenté de contourner l'obstacle et continuer sur sa voie? Ou est-ce qu'il va comprendre de ce contexte-là qu'il s'agit d'un feu qu'il ne voit pas et qu'il est loin, etc., etc. Donc ce sont des cas qui sont très difficiles. Donc là, je parle vraiment de la décision. Et je ne parle pas encore, donc il y a encore des problèmes d'éthique et de responsabilité sur lesquels il va falloir se pencher. Alors l'exemple toujours qu'on a toujours, c'est s'il y a éventuellement un crash, un enfant qui surgit, est-ce que vous écrasez l'enfant ou est-ce que vous rentrez dans un mur, etc., etc. Donc c'est un petit peu l'extrême. Normalement, on ne devrait pas arriver jusque-là. Mais il y a de réels cas où on pense que voilà, il y a Donc il faut intégrer en plus l'éthique dans le système décisionnel des véhicules. Mais qui le fait? Et vous voyez bien que là, les partenaires de cette réflexion devraient être non seulement les concepteurs, mais aussi les assureurs, les constructeurs, les ingénieurs, la société civile, pour ne serait-ce que programmer le véhicule comme il se doit. Donc il y a un mélange entre légalité, éthique, technique qui se fait et qui va être implémenté directement dans le cerveau, donc dans l'ordinateur du véhicule. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là en disant voilà, qu'il y a des écosystèmes à développer encore et que si nous voulons déployer des véhicules autonomes en ville ou sur des autoroutes ou n'importe, il faut repenser les schémas de mobilité. Il faut avoir des investissements, il faut avoir des partenariats, très hétérogènes d'ailleurs. Et il faut se soucier de l'acceptation publique, demander d'abord quels sont les besoins et bien sûr s'occuper du business model parce que, croyez-moi, ceux qui développent aujourd'hui les véhicules autonomes, ils ne sont pas prêts de mettre des véhicules s'ils ne sont pas rentables.
Donc je ne dis pas par là, parce que on m'a fait la remarque une fois, quoi, vous ne parlez que de rentabilité, etc. Et les gens, bien justement, je pense qu'aucun industriel ne mettrait en circulation un système à base de véhicules autonomes s'il ne répondait pas à un besoin. Et c'est à nous, résidents, etc., de dire quels sont nos besoins en termes de véhicules autonomes. Merci. Merci. Merci, Monsieur Nachachili.